Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais vous être accompagné par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, bien, on va parler des Alouettes qui se sont inclinés samedi soir à Toronto, mais malgré tout, ils se sont assurés du premier rang de la section S de la Ligue canadienne et par conséquent de la semaine de congé lors du premier tour éliminatoire. Mais il y a beaucoup de choses qui clochent là, présentement au sein de la formation montréalaise et il ne reste plus que 3 matchs à la saison régulière. Alors, on va devoir trouver des solutions durant la semaine de congé du côté de Jason Massa et de ses entraîneurs. On va regarder vers de l'avant, étant donné que jeudi soir, ben, ça va être le début de la cinquième, oui déjà, la cinquième semaine d'activité du côté de la NFL. Alors, en compagnie de Marc-André, on va parler de toutes les rencontres qui seront présentées à travers la NFL. Comme d'habitude, Marc-André va y aller de ses conseils fantasy football pour vous afin de vous aider à remporter votre ligue de fantasy football. On va parler bien sûr de nos choix, quelle équipe on croit qui va l'emporter dans la cinquième semaine d'activité. On va terminer l'épisode en beauté alors que je vais répondre à vos questions dans le cadre de la minute des fans. Ben, sans plus tarder, Marc-André se joint à moi. Afin de parler, oui, des Alouettes, comme je le disais, Marc-André, les Alouettes sont champions de la section S de la Ligue Mhm. canadienne. C'est un bel accomplissement, un très bel accomplissement. Ça, c'est un des objectifs qui s'était fixé depuis quand l'entraînement. La seule chose, c'est qu'ils ont perdu contre les Argonauts. Et puis encore une fois, là, on a des points d'interrogation concernant certaines facettes de jeu de l'équipe montréalaise. On dirait que c'est le jour de la marmotte depuis quelques semaines, quelques matchs du côté des Alouettes. Didier, on n'a pas une bonne attaque, on connaît un lent départ, puis en défense, on se fait piétiner au sol par l'adversaire. On dirait que c'est la même chose qui revient depuis, je te dirais, au moins 5, 6 rencontres. Est-ce qu'on commence par la défense qui vraiment s'est faite, comme je disais, piétiner, Oui. malmenée par l'attaque au sol des Argonauts de Toronto? On a accordé 234 verges au sol du côté des Alouettes. Écoute, on est incapable en défense de mettre de la pression sur les corps adverses de façon constante. On voit potentiellement ici que l'absence de Sean Lemon commence à se faire sentir du côté des Alouettes. Je sais pas ce que tu en penses, mais honnêtement, la défense, euh, écoute, elle est souvent sur le terrain aussi. C'est un peu Ben, ça, le temps de possession. Donc, c'est vraiment ça le problème du côté ben, des c'est ça Alouettes. qui arrive quand tu n'es pas en mesure d'arrêter le jeu au sol. C'est ça, quand tu arrives, tu ne peux pas arrêter le jeu au sol. C'est ça, tu perds généralement la bataille au niveau du temps de possession. Mais c'est vraiment inquiétant parce que c'est un problème qu'on avait vu lors de la première moitié de la saison du côté de l'unité défensive montréalaise. Mais généralement, en deuxième demi, on était en mesure de s'ajuster. On plaquait mieux, notamment du côté de la défense des Alouettes. Mais là, le problème perdure, il ne disparaît pas. Puis non seulement ça, là, ça a été tout au long de la rencontre. Deontay Ruffin a essayé de donner le ton encore une fois pour une deuxième semaine consécutive avec une interception. L'attaque a fait du bon travail afin de convertir cette interception en touché. Mais défensivement, c'est plus de 500 verges qu'on a accordé aux Argonauts de Toronto. Encore une fois, on n'avait pas de réponse face au jeu au sol des Argonauts. Alors oui, c'est inquiétant. Le front défensif ne fait pas le travail. Je ne serais pas prêt à dire que, bon, Sean Lemon, c'est pas comme s'il connaissait une grande saison avant d'être suspendu, mais Mhm. on pourrait l'utiliser, Sean Lemon. On pourrait l'utiliser, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il ne serait pas la solution à tous les problèmes qu'on a du côté de la défense montréalaise, en particulier contre le jeu au sol. Qu'est-ce qu'il faut faire, Didier, pour contrer le jeu au sol, pour se ressaisir du côté des Alouettes? C'est quoi que les Alouettes doivent faire en défense? Ben, d'abord, ça commence toujours par plaquer naturellement au niveau de la ligne défensive. On doit être plus solide. On a vu par moments, il y avait de grosses brèches pour les porteurs de ballon. Ce qu'il faut dire, c'est que Randy Woody, l'entraîneur-chef des Argonauts de Toronto, traditionnellement, il arrive avec de bons plans de match contre l'unité défensive montréalaise. Tu as mentionné 234 verges. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Alors, j'ose croire que la fierté de la défense des Alouettes, il y a plusieurs joueurs qui ont beaucoup de caractère, qui font preuve de fierté au sein de cette unité-là. Ben, j'espère que là, justement, leur fierté va être piquée. Puis là, on est en congé de cette semaine, alors ça va laisser un goût amer. Il ne reste plus que 3 matchs. Il faut trouver des solutions du côté de Northrop, du côté de la défense, parce que sinon, tu peux être certain, là, maintenant, les équipes vont essayer de courir avec le ballon contre les Alouettes. Je pense que Kadim Carey a perdu plus de fois son casque dans le match que les Argos ont marqué de points, par exemple. C'était tout simplement incroyable. Puis il y a aussi les conditions de terrain, j'ai trouvé, moi, personnellement, j'ai trouvé que le terrain était très glissant, mais c'était glissant pour les deux équipes, mais je trouve qu'on a. C'est peut-être une des raisons pour laquelle on a raté beaucoup de plaqués du côté des Alouettes en défense, selon moi.
Ah, mais tu l'as dit, c'était le même terrain pour les 2 équipes. On peut pas se servir de ça comme excuse. Mais c'est vrai, les conditions du terrain à Toronto, c'est moins pire que la semaine précédente. Je sais pas si tu avais vu, la semaine précédente, c'était vraiment Mmh. exécrable. Le terrain, c'était tout défait. Il y avait des trous. Même là, lors de l'échauffement, j'avais regardé la condition du terrain. Et puis, c'était pas génial, c'était pas fameux. Mais encore une fois, c'est le même terrain pour les 2 équipes. Donc, on Mmh. peut pas se servir de ça comme excuse du côté des Alouettes. On passe à l'attaque maintenant. Écoute, l'attaque, même problème, un lent début de match, seulement 25 verges de gain après un quart, un seul premier jeu. Et en tout et pour tout, c'est 288 verges d'attaque du côté des Alouettes dans ce match-là. C'est vraiment pas suffisant pour l'attaque du côté des Alouettes, Didier, hein? Non, je suis vraiment d'accord avec toi, t'as raison. Cody Fajardo, ça a été un peu mieux là, que qu'est-ce qu'on a vu lors des dernières rencontres, 225 verges par la passe, deux passes de toucher, une interception. Il y a Cole Speaker qui a connu un fort match, hein, 3 réceptions, 99 verges et un touché pour le receveur de passe américain des Alouettes. Mais c'est comme s'il manque un receveur au groupe de receveurs des Alouettes. Bon, oui, je sais que Julian Grant est là, mais on ne le voit pas tant que ça depuis son retour au jeu. Mais clairement, Tyson Philpott, l'absence de Tyson Philpott, je crois vraiment que c'est mieux aux Alouettes. Il était tellement explosif, en mesure d'étirer de façon verticale les défenses adverses. Julian Grant peut le faire, mais je crois que Philpott est un meilleur joueur que Julian Grant. Et souviens-toi, lorsque Philpott s'est blessé, les Alouettes ont rapatrié Austin Mack. On se dit, bon, ben ça y est, on vient de perdre notre meilleur receveur, mais on le remplace par notre meilleur receveur de la saison précédente. Mack s'est Mhm. immédiatement blessé. Il a pris part à seulement un match. Donc, il manque un receveur du côté de l'attaque des Alouettes. Mais encore une fois, Marc-André, on n'est pas capable de courir avec le ballon. Donc, tu n'es pas capable de courir avec le ballon et tu n'es pas capable d'arrêter la course. Au football, que ce soit du football de 3 essais ou de 4 essais, tu ne peux pas connaître de succès si tu n'es pas capable de faire ces deux choses-là. Et présentement, puis on en a parlé depuis le début de la saison, hein, toi et moi, mais là, ça devient encore plus problématique pour les hommes de Jason Maas, ces deux facettes de jeu-là, là. L'attaque terrestre et la défense contre le jeu au sol. Je sais pas si c'est une question de plan de match, Didier, mais selon moi, je trouve qu'il y a toujours. On est incapable d'avoir de la production de deux receveurs dans un même match. Là, la semaine dernière, c'était Cole Speaker qui a connu un fort match, mais Charleston Rambo a pratiquement été invisible. On n'a pas vu Julian Grant, on n'a pas Ah, trop vu bon Tyler point. Snead non plus. Les grosses semaines de Rambo, c'est Speaker qu'on voit pas, c'est Tyler Snead. Bref, on est incapable d'avoir vraiment deux, trois receveurs ou deux, trois joueurs en attaque qui s'illustrent en même temps. Je ne sais pas si c'est une question de plan de match. Lorsqu'on voit qu'un gars est hot, comme Speaker l'était la semaine dernière, on l'utilise, on le cible à outrance, puis on oublie un peu les autres joueurs. Mais je sais pas vraiment, pour moi, c'est un mystère. Pourquoi qu'on est incapable d'avoir vraiment deux receveurs, mettons, qui vont connaître un match de 80, 90, 100 verges, mettons. Ouais, c'est une très bonne observation. Ça, écoute, j'ai pas de réponse, je suis pas dans les réunions avec Jason Maas. Mais oui, effectivement, tu as raison. Et on a vu ça même au début de la saison. Tu sais, il y avait des matchs, c'était Philpott qui était ciblé à outrance. Mais oui, c'est vrai. Et puis Charleston Rambo, pour moi, à tous les matchs, il doit être impliqué dans le plan de match en attaque. Écoute, il faut qu'on tente des longues passes en sa direction. Puis là, je sais que les défenses adverses, bon, on a beaucoup plus à l'œil Rambo qu'en début de saison, mais malgré tout, il est tellement explosif. Et si la passe n'est pas complétée, au moins, tu peux peut-être aller chercher une pénalité d'obstruction et aller Mhm. chercher un gros morceau de terrain par conséquent. Alors oui, non, c'est vraiment une bonne observation de ta part. Moi, je crois que la semaine de congé, cette dernière semaine de congé arrive à point pour les Alouettes. Parce que justement, pour apporter des ajustements, comme tu viens de le dire, sur le fait qu'on dirait qu'on a tendance à cibler seulement un receveur par match ou à peu près. Essayer de trouver des solutions pour l'attaque terrestre, je ne sais même pas si on va trouver des solutions parce que c'est comme si c'est ça Mhm. l'identité des Alouettes. Du côté de Jason Mass, il n'y a pas vraiment d'équilibre au niveau de la sélection de jeu. Ça, ce serait la deuxième chose. Mais en tête de liste, c'est vraiment la défense contre le jeu au sol qu'il faut trouver des solutions au cours de la semaine de préparation, puisque ça va aller très vite, Marc-André. Hein? Le 26 octobre arrive à Mhm. grands pas. Tout d'abord, c'est une longue semaine de congé pour les Alouettes. La prochaine rencontre est seulement lundi le 14 octobre. Alors, on va avoir beaucoup de repos. Après ça, on va jouer lundi 14 octobre. Là, on joue le samedi suivant à Vancouver. Alors, on va seulement avoir 5 jours pour aller à Vancouver, le plus long voyage qu'il y a dans la Ligue.
et puis affronter bon, les Lions qui sont dans Montréal et qui avaient battu les Alouettes au cours de l'été. Et après ça, il va se rester un match. Le 26 octobre, on va recevoir les Blue Bombers de Winnipeg. La saison régulière va aller très vite. Alors, c'est le moment, là, présentement, afin d'essayer de trouver des solutions du côté du groupe d'entraîneurs de Jason Maas. Ça va être des bons baromètres, ça, les Lions, puis les Blue Bombers. Les Blue Bombers qui sont probablement l'équipe la plus haute en ce moment dans la Ligue canadienne. Les Lions, Oui, toujours une force également. Donc, ça va être des bons matchs pour les Alouettes pour pouvoir se mesurer à des équipes élites, puis peut-être trouver, voir un peu où est-ce qu'on en est dans nos ajustements du côté des Alouettes. Donc, tu l'as dit, prochain match, 14 octobre, le lundi de l'Action de grâce à 13h. Les Alouettes vont recevoir le Rouge et Noir d'Ottawa au stade Percival Molson. Euh, on a besoin de lancer un message, selon moi, du côté des Alouettes. On doit sortir fort, avoir une grosse performance contre le Rouge et Noir. ben, surtout pour les Alouettes, pour eux autres mêmes, parce que comme je viens de Mhm. dire, il ne Pour la reste plus que confiance. 3 matchs en saison régulière. Voilà, pour la confiance. L'année dernière, on l'a vu, ils ont très bien terminé. Ils ont terminé la saison régulière en force. Ça leur a permis justement d'aller gagner la Coupe Grey. Tu as parlé des Blue Bombers, hein. On dirait que ce sont les Blue Bombers qui terminent la saison en force. Il y a même les Tiger Cats d'Hamilton, en passant, sont allés à Mhm. Vancouver vaincre les Lions. C'était un match serré. Ils sont revenus de l'arrière. Ils sont de retour dans la course pour une place en éliminatoire. La saison de la Ligue canadienne, Marc-André, je le dis tout le temps, c'est un marathon. 18 matchs, c'est très long. OK? Puis c'est pas un cliché de dire que la saison commence réellement à la fête du travail. Qu'est-ce qui se passe au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août? C'est bien beau, c'est divertissant. Mais ce sont des équipes qui jouent bien à partir du mois de septembre, généralement, qui font Mhm. un bon bout de chemin, qui sont en mesure de se rendre au match de la Coupe Grey. Puis là, les Alouettes, eux, depuis la fête du travail, ben c'est ça, c'est difficile, c'est laborieux. On vient d'énumérer les trois problèmes majeurs qu'il y a du côté de l'équipe montréalaise. Alors, c'est pour ça, avec 3 matchs à jouer, le moment est venu de trouver des solutions. Mais les unités spéciales ont bien joué à Toronto. Il faut le mentionner. James Hatcher a réussi un retour de beauté de 100 Ah oui. verges pour un toucher. Il a eu plus de 100 verges par voie de retour de beauté dégagement, mais également sur les retours de beauté d'envoi. Je pense qu'il a connu, c'est possiblement son meilleur match en uniforme des Alouettes, du moins un de ses meilleurs matchs. Alors, en attaque, tu mentionnais tout à l'heure, on a gagné moins de 300 verges, mais ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on analyse les matchs de football. Les verges Mhm. cachées, les pénalités également, les verges qu'on gagne au niveau des unités spéciales. Il faut le mentionner, Letcher, les unités spéciales de Byron Archambault qui ont bien joué. Mais encore une fois, ça prend les 3 facettes de jeu. Il faut jouer des matchs complets. Défensivement, ben, écoute, on se répète, mais ça n'a pas bien été. Mais je voulais juste mentionner la performance de James Hatcher. Il a été électrisant tout au long de la rencontre. Et on a fait un excellent travail aussi pour contenir l'électrisant Janarian Grant du côté des Argonauts. Il n'a pas connu Oui. un si bon match que ça. Donc, c'est des deux côtés du ballon. Je pense que les unités spéciales ont quand même fait du bon boulot à ce niveau-là. Donc, je le rappelle, 14 octobre, Mhm. Action de grâce. Le lundi de l'Action de grâce, Ottawa contre Montréal à 13h. En espérant que les Alouettes, oui, vont pouvoir un peu sortir de leur marasme parce que justement, ça fait un peu le contraire de l'année passée, alors qu'à la partir de la fête de l'Action de grâce, on s'est mis à engranger les Mhm. victoires. Puis là, c'est un peu l'effet contraire en ce moment. Les Alouettes, en tout cas, personnellement, moi, je trouve qu'on a beaucoup de travail à faire si on veut répéter si on veut gagner une deuxième Coupe Grey consécutive. On passe à la NFL. Didier, t'es Ah, prêt? il reste du temps, ouais, ça, mais juste en conclusion, il reste Ouais. du temps, là, OK? Il ne faut pas appuyer sur le bouton de panique. Il y a des bonnes choses qui ont été faites durant la rencontre, mais c'est là, là. Il faut que ça se passe là, là. On doit avoir une équipe des Alouettes, une défense contre le jeu au sol qui va être plus solide contre Ottawa. Puis, comme tu l'as si bien dit, il faut disperser le ballon un peu, là. On a un bon groupe de receveurs de passe, mais Charleston Rambo ne peut pas être l'homme invisible. On ne peut pas oublier d'impliquer Rambo dans le plan de match lors de la rencontre contre Ottawa. Oui, absolument, absolument. Du côté de la NFL, maintenant, les réactions excessives, j'ai bien hâte de voir ça, Didier, parce que je te connais un petit peu. Tu n'es pas la personne la plus zen que je connaisse dans mon cercle autour de moi. Je te vois pas boire de la camomille ou de la tisane régulièrement, mais je veux savoir ta réaction excessive. J'ai hâte Pourtant de j'en t'entendre. bois, j'aime ça. Ah J'aime ça oui? mettre un peu de miel là, dans ma tisane en plus. Ben oui, en plus. Imagine-toi comment je serais là, si je Ah! faisais pas ça. Non, alors je veux t'entendre sur ta réaction excessive. Je te laisse commencer. J'ai bien hâte de voir ce que tu as préparé pour
pour nous, en fait. Ah, ben, je On vais va te s'inclure. décevoir, je pense, parce que c'est une Ah réaction ouais? excessive positive cette semaine. Oui, Ah réaction non! excessive alors, après 4 semaines d'activité. Pour moi, Jaden Daniels va être le joueur par excellence de la saison Ah régulière du côté bon! de la NFL. Je crois que ça va être la première fois dans l'histoire de la Ligue, si je ne me trompe pas, qu'un carrière recrue va être sélectionné en tant que joueur par excellence de la Ligue. Il est sensationnel, électrisant. Écoute, c'est une double menace. Vraiment, il est en train de transformer la concession de Washington. Et qui aurait cru, là, il y a un mois à peine, que les matchs des Commanders, ben pour nous, bon, c'est des rencontres qu'on veut toujours regarder en raison de la présence de Benjamin Saint-Just. Mais là, je ne peux pas passer une semaine sans regarder les Commanders pour voir quel exploit Jaden Daniels va accomplir. Il connaît le meilleur début de carrière dans toute l'histoire de la NFL pour un carrière. Il est sensationnel. Je ne sais pas si ça va se poursuivre, mais étant donné qu'il faut y aller d'une réaction excessive, pour moi, Jaden Daniels va être le joueur par excellence de la saison 2024. Qu'est-ce que tu La penses semaine de ça? dernière, je disais que la semaine dernière, je disais que les Commanders allaient participer aux éliminatoires. Cette semaine, tu dis que Jaden Daniels va être le joueur par excellence. La semaine prochaine, j'imagine que Jaden Daniels va faire son entrée à Kenton, Ohio, à la fin de sa carrière. C'est C'est à juste peu ça près qui manque. C'est juste ça qui manque. ouais, Ouais. Ça va être la c'est la prochaine réaction gradation, là. excessive. Oui, la gradation. Moi, c'est négatif, ma réaction excessive, et ça vient me chercher profondément, au fond de mon cœur. Jalen Hurts ne sera Ah, pas le quart partant des Eagles au début de la saison 2025. Écoute, Didier, pour moi, Jalen Hurts, j'en ai assez vu. Le problème, Didier, c'est qu'il y a plus de revirements dans son jeu que dans une saison de la série Stats. Je veux dire, c'est épouvantable le nombre de revirements qu'il fait. Il a déjà je connais 3 pas cette revirements série, dans mais la zone continue. payante. Je pense que c'est même stats, je l'ai mal dit, c'est pas stats, il n'y a pas de S. Bref, il y a 3 revirements dans la zone payante depuis le début de la saison. C'est tout simplement inacceptable. 8 revirements en 4 matchs. Depuis l'an dernier, en fait, Jalen Hurts a commis 27 revirements. C'est énorme. À Philadelphie, en 2020, Carson Wentz a connu moins. On s'est débarrassé de Carson Wentz après sa saison misérable en 2020 pour moins que ça à Philadelphie. Les Eagles ont des revirements. Jalen Hurts a des revirements dans 9 matchs de suite. Je suis plus capable. Je trouve personnellement que c'est peut-être. C'est un gars qui a l'air éteint par moments sur un terrain. On disait, tu sais, on s'en souvient, là, on disait après la défaite des Eagles au Super Bowl, il y a 2 ans, on disait, bon, Jalen Hurts, vraiment, il y a l'image de lui déçu au Super Bowl dans son téléphone. C'est une source de motivation pour qu'il revienne, pour que, écoute, où est passée cette source de motivation-là? Et je questionne également ses qualités de leader en termes de Jalen Hurts. Je trouve que les Eagles, vraiment, ça s'en va dans tous les sens. Il y a des chicanes internes. Jason Kelsey a dit des choses récemment en disant que oui, la marde était pognée l'année dernière dans le vestiaire. Et je trouve que c'est la même chose qui se passe cette année. Écoute, la performance à Tampa Bay était tout simplement exécrable. Oui, je pense que Jalen Hurts va falloir. Je pense qu'on va vraiment passer à un autre appel du côté des Eagles dans la saison morte. Je ne sais pas ce qu'on va faire, par exemple. On a Kenny Pickett, je ne pense pas que c'est la solution, mais il y a toujours moyen. Je pense que Howie Roseman, c'est un bon DG, mais bref, je pense que Jalen Hurts, j'en ai assez vu. C'est excessif. Il ne sera pas le quart partant des Eagles lors de la saison 2025. Wow! OK, t'en avais beaucoup sur le cœur, hein? Ça paraît que t'es un partisan des Colts de Philadelphie. Ben, ils sont pris avec, je sais pas, parce qu'il vient de signer une prolongation de contrat. En fait, c'est quand il a signé avant le début de la saison 2023. Mais encore une Si fois, Russell ben, on Wilson dit a pu c'est une si réaction les Broncos excessive. ont pu se débarrasser de Russell Wilson, on n'est jamais pris avec quelqu'un si on accepte de payer une pénalité. Ouais, à moins que ce soit de Sean Watson et les Browns de Cleveland avec son Ouais. contrat qui est complètement garanti. Ça, c'est une autre histoire. Bon, ben, c'était nos réactions excessives pour cette semaine. Mettant en vedette 2 carrières, un pour les bonnes raisons, Jaden Daniels, et un autre pour les mauvaises raisons, en raison Mhm. de ses mauvaises performances en Jaden Hurts et les Eagles de Philadelphie. On va parler un peu plus tard des Eagles lorsqu'on va parler de la rencontre de la 5e semaine d'activité. Yes, yes, yes. On va commencer maintenant notre tour d'horizon des matchs de la semaine numéro 5 déjà dans la NFL, Didier. Ouais. On commence jeudi soir à Atlanta alors que les Buccaneers de Tampa Bay vont se rendre à Atlanta pour affronter les Falcons de Mathieu Bergeron. Oui, et les Falcons avec Mathieu Bergeron, ben, ils ont évité de commencer la saison avec un dossier de une victoire et 3 défaites. Ça a pris tout un effort hein, au 4e quart.
un botté de précision de Wong Wei-Koo sur 58 verges a permis aux Falcons de remporter la semaine dernière le plus long botté de précision de coup. Marc-André était sur 54 verges. Alors, Wong Wei-Koo a sauvé la saison là, des Falcons d'Atlanta parce que je crois vraiment de commencer 1-3 plutôt que 2-2 comme on a comme fiche actuellement. Il y a une grande différence entre ces deux dossiers. Mais encore une fois, l'attaque des Falcons, elle n'est pas explosive. Elle n'est pas Non. suffisamment explosive. Carl Pitts, imagine-toi là, Carl Pitts, OK? Quatrième joueur sélectionné au repêchage. Non, mais c'est sérieux, Marc-André. On l'a sélectionné avant Michael Parsons. On n'a pas de chasseur Pas de sens. de quart à Atlanta. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas. Imagine-toi comment on serait une bien meilleure équipe à la place de si on avait Michael Parsons à la place de Carl Pitts. C'est ça que les gens, j'essaie d'expliquer aux gens. Les gens, ils pensent ça qu'une équipe est améliorée à cause qu'elle fait l'ajout d'un receveur de passe, d'un ailier rapproché. On ajoute une arme, mais ça commence dans les tranchées, autant ligne à attaque que ligne défensive. Repêcher Carl Pitts, un ailier rapproché en plus, à la place de Michael Parsons, on n'arrête pas de payer la note depuis du côté des Falcons d'Atlanta. Là, on va affronter les Buccaneers de Tampa Bay. Baker Mayfield, il a été sensationnel face à la pitoyable défense de ton équipe, celle des Eagles de Philadelphie. 347 verges par la passe. Il a été responsable de 3 touchés. Moi, je crois que ça va se poursuivre pour Baker Mayfield et les Buccaneers de Tampa Bay. Moi, je sélectionne les Bucks afin d'emporter à Atlanta. Je trouve que Kirk Cousins, vraiment, connaît un lent début de saison. Il y a 4 passes de toucher seulement contre 4 interceptions. Je pense qu'il connaît plus de mots en français dans les publicités qu'il y a de passes de toucher depuis le début de la saison, Kirk Ouais, Cousins. ça... Et les Falcons sont 28e dans la zone payante dans la NFL. Il faut vraiment que ça change parce qu'on a vraiment des armes en attaque. Je trouvais ça intéressant le cas de Carl Pitts parce que j'ai voulu mettre, lorsque je faisais ma chronique fantasy, je préparais mes choses. Je voulais vous parler d'asseoir Carl Pitts, mais finalement, j'ai décidé d'asseoir un receveur des Falcons. J'ai voulu changer d'équipe. Mais oui, et on commence à se rendre compte du côté des Falcons que Carl Pitts, ce ne sera pas la solution. On le voit de moins en moins sur le terrain de semaine en semaine parce que justement, il est vraiment mauvais. Donc, puis du Ouais, et il côté ne des bloque Buccaneers, pas en plus. C'est ça, c'est un exactement. grand problème, Marc-André. Il ne bloque pas. Alors, essentiellement, il est un receveur de passe. C'est ça qu'il est. Alors, ça te limite dans son utilisation, parce que si tu le mets sur le coin de la ligne en tant qu'il est rapproché, ben, puis que tu sélectionnes un jeu au sol, il va se faire exploser, il ne sera pas en mesure de bloquer. Donc, essentiellement, c'est un receveur de passe format géant. La clé pour les Falcons dans ce match-là, je pense que c'est Bijan Robinson parce que Tampa Bay a quand même accordé 132 verges au sol en moyenne par match depuis le début de la saison. Donc, on est vraiment vulnérable par la course. Bijan Robinson, et pour ses propriétaires fantasy et en général dans la vie, on dit que c'est un joueur générationnel, mais je trouve qu'il ne connaît pas vraiment un début de saison à la hauteur de son talent. Et pourtant, on lui donne toutes les occasions de se faire valoir parce qu'il a le ballon souvent. Il va falloir vraiment, je pense, que Bijan Robinson élève son jeu d'un cran. Et du côté des Buccaneers, mais vraiment, il faut continuer dans la même veine. Il faut que Baker Mayfield, écoute, Baker Mayfield est tout simplement incroyable. Chris Godwin, là, 28 catchs cette saison en 4 matchs, c'est bon pour le troisième rang dans la NFL. Il est tout simplement exceptionnel. On a une bonne défense également, spécialement contre la passe. Donc, j'ai bien hâte de voir ce match-là. Moi, je choisis les Buccaneers pour l'emporter jeudi soir à Atlanta. Ah, ben on est deux. On est deux à choisir les Bucks. Parfait. Parfait. Oh, les Jets de New York vont affronter les Vikings du Minnesota. Ça va se passer à Londres, en Angleterre. Et Mhm. écoute, les Jets, on parlait de marde qui est pognée tantôt du côté des Eagles, mais la marde est pognée chez les Jets. Je sais pas si tu as vu les commentaires de la chicane entre Robert Ben Saleh, oui. Aaron Rodgers, Nathaniel Hackett. Et là, je vais même vous parler dans mon blog fantasy. Oh non, c'est pas dans mon blog fantasy, c'est maintenant. Même Garrett Wilson qui a dit que l'attaque de Nathaniel Hackett est une attaque simpliste également, trop simple. Donc, bref, je pense que les Jets, la ballonne est en train de se dégonfler, comme on dit. Hey, c'est pas comme ça on n'avait pas vu ça venir, hein? On en a parlé durant l'été. Peu importe ce que les gens me disaient sur les réseaux sociaux, comme si j'étais dans l'erreur, ben c'est ça, là. On assiste au début de la fin, j'ai l'impression, là, du Mhm. côté des Jets de New York. Pauvre Aaron Rodgers a été victime de 5 sacs la semaine dernière contre les Broncos de Denver. Il y a notamment un jeu où Brees Hall a raté un bloc et puis Rodgers s'est fait frapper solidement au sol. Marc-André, 10 courses pour 4 verges pour Brees Hall. Et sa plus longue a été une course de 3 verges. Donc, imagine-toi les 3 autres courses. Là, oui, la température était mauvaise, mais c'est la même température
pour les Broncos de Denver, un peu comme le terrain à Toronto lors du match entre Mhm. les Argos et les Alouettes. Euh, Écoute, Patrick Surtain a complètement effacé Garrett Woodson. Bon, c'est ce qu'il fait depuis le début de la saison à tous les receveurs de passe, ou à peu près. Mais là, les Jets, tu t'as parlé là, des problèmes qu'il y a entre Aaron Rodgers et Robert Saleh. Puis moi, je suis avec Aaron Rodgers. Parce que Robert Saleh, pour les gens qui regardent le podcast ou qui l'écoutent, qui ne sont pas au courant, après la rencontre, il a comme blâmé Aaron Rodgers, la cadence que Rodgers Mhm. utilise, les changements de cadence à la ligne d'engagement, parce que les Jets ont été victimes de 5 procédures illégales au cours de la rencontre. Donc, c'est comme s'il a jeté Aaron Rodgers sous l'autobus. Et puis après ça, les journalistes en ont parlé de ça à Aaron Rodgers. Puis Aaron Rodgers disait, ben écoutez, peut-être qu'on pourrait s'assurer que les joueurs soient plus disciplinés. Puis c'est quoi? Il a raison. Parce que Aaron Rodgers, son avantage, les cadences qu'il est en mesure d'utiliser, combien de fois on l'a vu dans l'uniforme des Packers, forcer des pénalités d'hors-jeu de la défense adverse. Résultat, on a un jeu gratuit, il envoie le ballon dans les zones profondes, on marque un toucher ou on va chercher un gros morceau de terrain. C'est pas Aaron Rodgers le problème, c'est pas la cadence d'Aaron Rodgers, c'est Mhm. Robert Saleh qui n'est pas un bon leader et qui a une équipe qui est indisciplinée à plusieurs points de vue. C'est un peu insultant qu'on a commencé par les Jets au lieu de parler des Vikings, qui sont probablement l'équipe la plus haute en ce moment dans la NFL. Sam C'est la Darnold va zizanie, affronter. c'est la zizanie, c'est ça qui arrive à New York là. C'est plus payant la zizanie, c'est plus payant la chicane que de parler des bons coups et de Sam Darnold qui va affronter son ancienne équipe. J'ai une stat ici pour C'est comme toi. une émission de télé-réalité. Exact, Il y a une exactement. raison On veut pourquoi la. les émissions de télé-réalité ont tout le temps des bonnes codes d'écoute, c'est populaire, même si des fois tu regardes ça, tu sais que ça n'a pas d'allure, mais il y a la zizanie. Les conflits, ça crée des codes d'écoute. Bref, Voilà. 60 Sam Darnold a 69 de ses passes complétées cette année. Auparavant, dans sa carrière, avant cette saison, c'était 62. Donc, il a augmenté de 7. Je pense qu'il faut donner du crédit à Kevin O'Connell. Mais oui, les Vikings, euh, 5-0, ça serait une première depuis 2016. Vraiment, les Vikings jouent du football inspiré, et ça, du deux côtés, des deux côtés pardon, du ballon depuis le début de la saison. Ouais, on s'est endormi en deuxième demi contre les Packers, mais ça arrive des fois quand une équipe a une très bonne avance, qu'il y a une baisse de régime. Mais imagine-toi, là, comme je viens de dire, Rodgers a été victime de 5 sacs contre les Broncos de Denver. Imagine-toi ce que Brian Flores et sa défense vont faire à Nathaniel Hackett, à la ligne d'attaque des Jets et au Aaron Rodgers. Ça, là, c'est un net avantage, selon moi, pour les Vikings du Minnesota là, au niveau du jeu d'échecs entre leur coordinateur défensif et le coordinateur à l'attaque des Jets de New York, qui n'a apporté aucun ajustement la semaine dernière en ce qui a trait son jeu au sol contre les Broncos de Denver. Et puis, non, moi, je pense que ça augure vraiment mal, justement, pour les Jets de New York. C'est la raison pour laquelle, écoute, j'ai même pas hésité 2 fois à choisir les Vikings du Minnesota. Je crois qu'ils vont embarrasser les Jets à Londres dimanche matin. Les Vikings ont remporté les 3 derniers duels entre les deux équipes et je pense que la séquence va se poursuivre. Moi aussi, je choisis les Vikings. Les Ravens de Baltimore vont Ouais, affronter les Bengals. Oui, excuse-moi, vas-y, Marc-André. excuse-moi. Oui. Excuse-moi, je veux juste dire des choses sur les Vikings. Leurs 3 dernières victoires contre San Francisco, Houston et Green Bay. On parle de 3 équipes qui ont participé aux Mhm. éliminatoires l'année dernière. Là. Ça a été des victoires assez convaincantes. Alors, les Vikings étaient encore tôt, mais ils ont des allures potentiellement d'aspirants au Super Bowl. J'arrive pas à croire que je dis ça d'une équipe qui est menée en attaque par Sam Darnold, mais c'est la réalité depuis le début de la saison. Les Ravens de Baltimore vont affronter les Bengals de Cincinnati. Ça va être un match vraiment. Ben, c'est un match capital potentiellement pour les Bengals, selon moi, qui sont 1-3. Et pour les Ravens également, qui sont 2-2. Donc, le gagnant de ce match-là va peut-être sortir vraiment de sa torpeur ou lancer déjà sa saison, on peut dire ça comme ça. J'ai bien hâte de voir cet affrontement-là entre Lamar Jackson et Joe Burrow. Oui, les Bengals qui ont évité de commencer la saison avec une fiche d'aucune victoire et 4 défaites en défaisant les Panthers de la Caroline la semaine dernière. Bon, au moins Joe Burrow, T. Higgins, Jamar Chase, Chase Brown a connu un fort match, mais c'était contre les Panthers de la Caroline. Mais au moins, on a été en mesure d'aller chercher la victoire. Mais là, cette défense des Bengals qui en arrache depuis le début de la saison, va affronter Derrick Henry maintenant. Derrick Henry, Lamar Jackson, et compagnie. Ça augure mal, selon moi, pour les Bengals. Je sais que c'est un match de section, on se connaît bien. La rencontre va sûrement être plus serrée qu'on peut l'anticiper, étant donné que c'est
Ce sont deux rivaux de section qui vont s'affronter. Personnellement, je choisis les Ravens de Baltimore afin de l'emporter parce que le coordinateur de l'attaque, Todd Monken, depuis le début de la saison, j'arrête pas d'en parler, mais là, on dirait qu'il a vraiment compris comment bien utiliser Derrick Henry comparativement lors des deux premiers matchs de la saison. On l'a vu à Dallas, Henry a connu un fort match, puis là, il a été tout à fait sensationnel contre les Bills de Buffalo. Sa première course, est-ce qu'il a touché, c'est combien son distance de plus de 80 verges, je crois. Peu importe, il a terminé le match avec 199 verges au sol, Derrick Henry. Alors, je crois que ça va se poursuivre contre les Bengals de Cincinnati. Le match va être plus serré, on peut le penser, mais ça va être une victoire pour les Ravens de Baltimore. Puis Montken fait du bon travail également pour utiliser Justice Hill en tant que receveur en sortant de champ arrière. 6 réceptions 60 pour 78 verges, il a inscrit un touché par la voie des airs. Ça fait en sorte que lorsque le jeu au sol fonctionne aussi bien que ça, Lamar Jackson, il a seulement complété 14 passes. Hein? Alors, malgré tout, et ça a été une victoire écrasante des Ravens. Donc, les Ravens vont poursuivre avec une autre victoire, je crois, contre les Bengals. Ce qui est intéressant dans ce duel-là, c'est que les forces des équipes, c'est la faiblesse des défenses adverses. Comme la défense de Baltimore a accordé 258 verges par la passe par match, c'est troisième dans la NFL. Et on sait que les Bengals ont une attaque explosive avec des receveurs explosifs, des receveurs talentueux. Et à l'inverse, du côté des Bengals, on a accordé en défense 145 verges au sol par match depuis le début de la saison. Et je pense que Derrick Henry a jeûné toute la semaine pour pouvoir vraiment manger à sa faim dimanche prochain contre les Bengals. Donc, j'ai bien hâte de voir cet affrontement-là. Moi, je vais prendre également les Ravens, même si Joe Burrow a une fiche de 3 victoires et une seule défaite contre Baltimore depuis 2021. Je pense que les Ravens sont tout simplement une meilleure formation que les Bengals à ce stade-ci dans la saison. Les Bills des Non, je suis bien Buffalo entièrement d'accord avec toi. les Bills de Buffalo vont affronter les Texans à Houston. Et du côté des Bills, ben, c'est simple, on voudra vraiment faire oublier la raclée subie aux mains des Ravens la semaine dernière. Est-ce qu'on a justement les Ravens, est-ce qu'on a exposé un peu la défense des Bills à ce niveau-là, notamment avec, tu en as parlé, on vient d'en parler avec Derrick Henry qui a connu un match sensationnel au sol. Oui, je pense que c'est exactement ça qui est arrivé. Souviens-toi, la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de ce duel-là entre Buffalo et Baltimore, je te disais que je n'étais pas convaincu que la défense des Bills sera en mesure justement de ralentir Derrick Henry, Lamar Jackson et compagnie. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Parce que Buffalo, jusqu'à ce point-là, on n'avait pas affronté des bonnes attaques. On avait affronté Miami, les Cardinals de l'Arizona notamment. Là, on a complètement échoué à ce premier test, à ce premier examen du premier quart. Là. Si, à l'école, tu as des examens à chaque étape, tout ça, ben là, c'était la fin du premier quart de la saison. On a échoué notre examen là, à la fin du premier quart de la saison. Néanmoins, on a fait, je 3 victoires et une défaite. Mais ça a confirmé qu'est-ce que je pensais, que la défense des Bills, elle n'est pas nécessairement solide. Elle est vulnérable. Là, on va affronter CJ Stroud contre les Jaguars de Jacksonville. Il a connu un fort match, Marc-André. 345 verges par la passe, 2 passes touchées, aucune interception. On va voir si Joe Mixon va pouvoir effectuer un retour au jeu pour les Texans de Houston. La rencontre va avoir lieu à Houston. Moi, je vais sélectionner les Texans afin d'infliger un deuxième revers consécutif aux Bills de Buffalo. J'aurais pensé que tu aurais pris les Bills. Ben, OK. Moi aussi, je vais prendre les Texans. Euh, Par contre, je pense que ça va être un bon match pour James Cook. Les Texans sont vulnérables par la course contre le jeu au sol. 4,7 verges allouées par course cette saison. C'est l'une des plus hautes marques, disons, les plus hautes moyennes dans la NFL. Donc, pour moi, ça pourrait être pour les propriétaires fantasy de James Cook la semaine dernière qui ont été déçus. Je pense qu'il pourra vraiment rebondir à ce niveau-là. Et si J. Stroud, Didier, fiche de 8 victoires, 2 défaites à domicile depuis le début de sa carrière, moi aussi, je prends les Texans. Et je dis même en bonus que Stefan Diggs va marquer un touché contre son ancienne équipe. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ça. Potentiellement un match revanche pour Stephen Diggs. Mmh. Alors, tu peux être Mhm, assuré mhm. qu'il va vouloir qu'on lui lance le ballon. Mais j'espère que CJ Stroud va pas se laisser distraire par ça, qu'il va continuer de cibler plutôt Nico Mmh. Collins. C'est Nico Ah, Collins, il le est receveur numéro un incroyable. des Texans, le Incroyable. meilleur. Ah oui, encore une fois, plus de 100 verges la semaine dernière. C'est le meilleur Il est receveur gros, il est dans la rapide. NFL cette saison, Nico Collins. C'est le meilleur receveur dans la NFL Ouais, en ce moment. statistiquement, Oui, ouais, non, non, ça faut continuer de le cibler là, du côté de CJ Stroud, mais je peux être certain, par toute la semaine, là, je peux juste imaginer Stephen Diggs qui va lui demander de lui lancer le ballon. Alors, les deux, on s'entend encore une fois. les Les Texans. deux ont choisi les Texans contre les Bills.
Les Cowboys de Dallas vont affronter les Steelers à Pittsburgh et du côté des Cowboys, ben, déjà que la défense était vraiment exécrable, on sera sans DeMarcus Lawrence et potentiellement, c'est pas confirmé, mais Micah Parsons, je serais bien surpris qu'il joue également. Donc, ça va être difficile en défense du côté des Cowboys en fin de semaine. Ouais, Parsons qui est ennuyé par une entorse à une cheville. En tout cas, on enregistre ce podcast tôt mercredi matin. On verra s'il sera en uniforme. Les Cowboys ont gagné leur dernier match, mais je pense sincèrement la seule raison Ouais. pourquoi ils ont gagné, c'est qu'ils affrontaient les Giants de New York. Là. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, là, mais Mhm. j'ai pas été convaincu par cette performance-là. Non, non, non. Par contre, tu sais, la semaine dernière, on s'est vraiment acharné sur la défense contre le jeu au sol. Je pense que les Cowboys, il y avait un peu de fierté dans cette défense-là. Ils ont quand même limité Devin Singletary et l'attaque au sol, l'attaque terrestre des Giants. Mais dans ce match-ci, écoute, les Steelers, c'est l'une des meilleures unités défensives de la NFL. 13 points alloués par match, c'est le deuxième plus bas total dans la NFL. Et je pense que côté des Cowboys, on va en avoir plein les bras en défense avec Justin Fields, qui est un quart qui peut utiliser ses jambes. On avait plutôt cette saison permis à Lamar Jackson d'inscrire un touché, de récolter 87 verges au sol. Je pense que la recette pour les Steelers pour connaître du succès, ça va être ça. Ça va être courir avec Justin Fields cette semaine. Et je pense que les Steelers, personnellement, vont battre les Cowboys en fin de semaine. Ah, tu choisis les Steelers. Moi aussi, je vais choisir Ouais. Pittsburgh afin de l'emporter contre les Cowboys. Bon, c'est toujours bien lorsqu'on voit ces deux équipes s'affronter, étant donné qu'on a un historique au Super Bowl. On s'est affronté à plusieurs reprises au Super Bowl. Donc, c'est toujours bien de voir les deux uniformes, l'uniforme des Cowboys et des Steelers sur le même terrain Mhm. s'affronter. Mais je crois que Pittsburgh devrait l'emporter. Justin Fields, il a bien joué contre les Colts d'Indianapolis. Mais, mis à part, il y a deux choses. L'échapper, il a été victime d'un revirement, puis je ne sais pas si tu l'as vu, mais c'est un mauvais échappé. Il avait le Mhm. ballon, mais il essaie de se relever après avoir été au sol. Puis bon, il a échappé, ça a été recouvré par les Colts d'Indianapolis. Il a tout de même passé pour 312 verges par la passe, une passe de toucher, deux touchés au sol, 55 verges par la voie terrestre. Mais le problème, c'est qu'il était l'attaque à lui seul des Steelers. Mm. Najee Harris, 13 courses, Marc-André, pour 19 verges. 13 courses, 19 verges. Cordell Patterson a été plus productif que lui. Il a gagné 43 verges en Hey, 6 qu'est-ce que je courses. te Mais disais, hein? malheureusement, Cordarrelle Patterson, Arthur Smith, hein? Je l'avais dit ah ouais, qu'un écoute, jour on allait en il trouve parler. toujours une façon. Il trouve toujours une façon d'être productif. Tu sais qu'Arthur Smith l'aime bien. Ben oui, tu l'avais dit. Mais ça pour dire, malheureusement pour les Steelers, il s'est blessé. Il n'a pas été en mesure de terminer la rencontre. Alors, écoute, Justin Fields, il va falloir que le jeu au sol contribue. Puis là, c'est une belle opportunité face aux Cowboys. Comme tu l'as dit, la défense des Cowboys, bon, elle a mieux joué contre le jeu au sol la semaine dernière, mais c'est contre les Giants. Tu sais, les Giants n'avaient pas de menace par la passe nécessairement. Je sélectionné les Steelers pour gagner. En plus de ça, le match va avoir lieu à Pittsburgh. Alors, j'y vais avec les Steelers. Je ne suis pas convaincu que les Cowboys se sont replacés simplement parce qu'ils ont vaincu les pitoyables Giants. Une autre chose à surveiller cette semaine, une petite parenthèse en terminant, Russell Wilson, on dit que son état de santé s'améliore grandement. Je ne sais pas ce qu'on va peut-être avoir un choix à faire au niveau du corps arrière, la position de case côté des Steelers, mais avec la tenue de On Justin Fields continue depuis avec le début de Field. la Faut continuer saison. avec Ouais, Field. exactement, exactement. Didier, quand tu joues au football, toi, qu'est-ce que tes mains avaient l'air de quoi? Est-ce que tu étais un bon receveur? Je sais que tu étais un joueur de ligne défensive, mais est-ce que tu avais quand même de bonnes mains? Non, non, non. C'est pour ça que j'ai toujours Non. joué en défensive. J'ai commencé à jouer au football en jouant comme ailier défensif, donc j'ai jamais joué à l'attaque, donc j'ai jamais pu développer mes mains. Alors, non, je ne raconterai pas d'histoire, là. Non, j'avais pas de main, mais hey, c'est pas ça qu'on me demandait de faire. Alors, Pourrait donc pas être receveur de passe pour les Chiefs lors d'un, tu sais, même d'urgence, là, si on en a besoin de toi, mais, même si on si a j'avais besoin de des toi. bonnes mains, je suis pas assez rapide pour jouer receveur de passe. Ok, Ouais, bon ça point. prend Même plus dans ton que jeune juste temps, avoir des bonnes mains. dans ton jeune temps, tu devais être quand même plus explosif, non? Ouais, certain, je suis plus rapide que je suis là, ça c'est certain, mais pas assez pour jouer un serveur. De toute façon, pas d'intérêt à jouer en attaque, moi. Moi, je suis un gars de défense, frapper le quart arrière, c'est ça qu'on me demandait de faire. C'est beaucoup plus intéressant, frapper que de se Bref, faire frapper. les Saints de la Nouvelle-Orléans vont se rendre à Kansas City pour affronter les Chiefs. Les Chiefs sont la seule équipe invaincue dans l'américaine encore. Sauf que les Chiefs, il y en a quelques personnes qui vont dire qu'ils ont quand même été chanceux depuis le début de la saison. Leurs 4 victoires acquises ont été acquises par un total de 19 points d'écart en tout et pour tout. Donc, vraiment, les Chiefs,
Les grandes équipes trouvent des façons de gagner. C'est un peu comme ça qu'on peut traduire cette statistique-là, hein. Ah, même on peut retourner plus loin en arrière, parce que je crois qu'au Kansas City, si tu inclus les éliminatoires, on n'a pas 10 victoires consécutives, si je ne me Exact, trompe 10 de pas. suite, ouais. Et puis, ouais, et puis l'écart des victoires, là, c'est une possession, je crois, dans ces 10 matchs-là ou quelque chose comme ça. Alors, c'est la marque de commerce des Chiefs. Faut oublier l'équipe de Kansas City qui était très explosive là, à l'époque avec Tyreek Hill, les éditions des Chiefs lorsque Laurent Duvernay-Tardif portait les couleurs de Kansas City. C'était la grosse machine rouge. On marquait plus de 30 points par match facilement. C'est fini ce temps-là. Même la saison dernière, on a gagné le Super Bowl principalement à cause de la défense et du jeu au sol, bien sûr, la Dans le magie temps de qu'on Patrick avait Mahomes. Kareem Hunt. Ah oui, tiens, tiens, il est de retour. Oui, ben oui, les droits. Mais là, gars, je te dis, moi, je suis pas aussi rapide que je l'étais quand j'étais plus jeune. Cameron Hunt, c'est la même chose. Mais quand même, bon, ça nous prend quelqu'un dans le champ arrière en raison des nombreux blessés, de l'absence de Isaiah Pacheco. Mais la blessure de Richie Rice, c'est tellement particulier. Je n'avais jamais vu ça. Je Ouais, n'avais jamais vu un carrière blesser son receveur numéro un. C'est exactement ce qui est arrivé à la suite de l'interception. On a été victime de Patrick Mahomes. Il a essayé de faire un plaqué à l'aveuglette. Il ne regardait pas où il allait. Là, il semble que la saison serait terminée de Rishi Rice. Mais là, il y a des rumeurs de transactions. Hein. On parle peut-être qu'on pourrait mhm, envoyer Amari Cooper à Kansas City, mais je crois que Cooper mène la NFL pour les passes échappées présentement, si je ne me trompe pas. Mais moi, j'ai hâte de voir du côté de Kansas City si on va compléter une transaction avant la date limite seulement des transactions. J'ai l'impression qu'on va évaluer nos receveurs, on va voir notre attaque, de quoi elle va avoir l'air au cours des prochaines semaines. Mais moi, je crois qu'on va devoir compléter une transaction. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il ne faut pas oublier absolument. Hollywood Brown. Possiblement, sa saison est terminée. Il a été opéré à une épaule au cours de l'été. Bonne nouvelle, Travis Kelce a finalement donné un signe de vie avec 7 réceptions pour 89 verges. Mais en tout cas, moi, je vais choisir les Saints pour l'emporter. Ouais, les Saints, je crois qu'ils vont aller au Oh! Arrowhead. Aussi une surprise. Réellement, ben écoute, il faut sélectionner du surprise à un moment donné. On ne peut pas juste y aller avec les favoris à domicile. Alors, mais j'endosse Eric Carr sur la route. Ouf. Ouais. Juste à dire, ça me fait peur, mais je choisis les Saints. Toi, qui tu choisis? Saints contre Chiefs. Moi, je vais prendre les Chiefs. Ouais, Rashid Rice. Mais je pense que Travis Kelce, je pense qu'il va vraiment élever son niveau de jeu d'un cran, même que c'est. Je pense qu'il n'était pas en forme. Je pense qu'il n'était pas vraiment en pleine santé ou il n'était pas à 100% pour amorcer le camp. Rien contre le gars. Il a connu quand même une entre-saison. Tu sais, veut pas le voyagement avec sa copine. Tu sais, aller voir Taylor Swift. Je veux dire, tu sais, On des en fois, on parlait pense la semaine peut-être. dernière. C'est Exactement, ça. mais je pense que plus la saison va avancer, plus peut-être Travis Kelce va retrouver un peu son aplomb sur le terrain, puis c'est ce qu'on a vu. En fait, les Chiefs en ont vraiment besoin de Travis Kelce jusqu'à nouvel ordre. Et oui, pour les transactions, c'est sûr que Davante Adams, ça serait beau à Kansas City, mais dans la division, les Raiders, je pense pas que ça va se Ouais. faire. Quoique, si les Raiders se disent on n'a aucune chance cette année, à quoi bon si c'est les Chiefs qui donnent un choix je sais pas moi, de deuxième ronde comme ils le souhaitent, ou même voire fin de première ronde, à ce moment-là, peut-être que les Raiders vont dire ben, on ne fera pas les éliminatoires de toute façon, que ce soit dans la division ou hors division, ça ne change pas grand-chose. Les Saints ont marqué en moyenne 45 points depuis dans les deux premiers matchs, Didier. On a quand même gardé en moyenne, on a quand même marqué en moyenne 20 lors des deux derniers. Fait que vraiment, l'attaque s'est vraiment calmée. Je vais choisir les Chiefs à domicile, une Ouais. 11e victoire de suite à Kansas City. Ouais. Ouais, une chose que tu as surveillée du côté des Saints, Taysom Hill. Taysom Hill, il a connu un excellent début de rencontre la semaine dernière. Il a inscrit 2 touchés, mais après ça, il s'est blessé. Il faisait partie intégrale clairement du plan de match de la Nouvelle-Orléans. Et puis, Hill, ben, c'est une arme hein, près de la zone début, dans la zone critique. J'avais aimé de la façon dont les Saints l'avaient utilisé la semaine dernière. Tu venais de dire, après avoir marqué plus de 40 points lors des 2 premiers matchs, on a eu un ralentissement en attaque. Puis Taysom Hill était a vraiment été une étincelle pour l'attaque des Saints la Mhm. semaine dernière. Malheureusement, il s'est blessé, donc on va voir s'il se rend en uniforme à Kansas City. Les autres matchs en rafale, les Colts d'Indianapolis vont affronter les Jaguars à Jacksonville dans un duel de l'association sud de l'américaine. Côté des Colts, les statuts de Jonathan Taylor et Anthony Richardson, ben c'est ça qui défrait la manchette pour l'instant. Je pense qu'Anthony Richardson, on dit que c'est pas trop grave dans son cas. Puis Jonathan Taylor, par exemple, on parle d'une entorse à la cheville droite, je pense. Donc, son cas est quand même plus incertain pour le prochain match. C'est pas grave,
Parce qu'on mise sur le joueur par excellence du Super Bowl 48 en Joe Flacco, c'est Anthony Richardson, il n'est pas en mesure de jouer. Tu as vu comment l'attaque des Colts, immédiatement, elle a été meilleure. C'est un peu comme la blessure de Bryce Young avec les Panthers à Caroline, remplacé par un vétéran carrière, Andy Dalton. Immédiatement, l'attaque des Panthers était meilleure. Joe Flacco nous a fait le coup l'année dernière. Il avait très bien joué en remplacement de Sean Watson avec les Browns de Cleveland. Mais pour Anthony Richardson, Marc-André, en 8 matchs en carrière, 4 fois, il n'a pas été capable de terminer la rencontre en raison de blessures. Il a déjà été victime de 6 interceptions. Il a complété seulement 50% de ses passes. Je me demande si ce ne serait pas une bonne chose, justement, même s'il est en santé, de le garder sur les lignes de côté afin qu'il apprenne un peu en observant Joe Flacco, parce que Joe Flacco est un meilleur carrière. Ça crève les yeux. C'est vraiment évident. Alors, moi, je vais choisir les Colts afin de l'emporter, là, parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est quoi t'as dit, la marde des poignets en bon français dans plusieurs villes. À Jacksonville, c'est la même chose. OK, ça va vraiment pas bien. Moi, je sélectionne les Colts afin de l'emporter. Joe Flacco qui a dit qu'il est quoi, 8 jours plus vieux ou moins vieux que la mère de Anthony Richardson dans Ouais, une je crois que entrevue c'est huit d'après-match. mois, ouais, 8 huit mois, mois plus vieux ou ouais. plus jeune. En tout cas, Bref, bref, c'était il très a drôle. essentiellement le même âge que la mère de. Ouais, ben ouais, Anthony Bon, Richardson. moi, Ah, puis Didier, toi, tu voulais tu qu'on. sélectionnes qui? Ouais, c'est ça. Je vais Est-ce te que tu as surprendre donné ici. ton choix pour ce match-là? Je vais prendre les Jaguars de Jacksonville parce que je pense que OK. euh, les Jaguars ne termineront pas la saison 0-17. Il faut choisir des matchs où ce Hmm. qu'on pense que les Jaguars pourraient l'emporter. Ils sont à domicile. Le siège de Doug Peterson est en jeu. Les Colts se sont fait malmener par la voie aérienne contre les Steelers de Pittsburgh. Je veux dire, s'il y a un affrontement où ce que je peux prendre les Jaguars, celui-là, c'en est un selon moi. J'aurais pas parié, on parie pas d'argent à ce podcast-là, j'aurais pas parié de l'argent sur ça, mais je pense que je vais prendre les Jaguars. J'ai un petit feeling, comme on dit, qu'on va demeurer compétitif dans ce match-là, puis qu'on va peut-être pouvoir l'emporter. Donc, je prends les Jaguars de mon côté. OK. Les Dol Oui, oui, oui. Les Dolphins de Miami vont affronter les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en Nouvelle-Angleterre à Foxborough. Les Dolphins ont marqué 15 points en 2 matchs en l'absence de Tua Tagovailoa. Ben, c'est ça. On est rendu à la 5e semaine d'activité, puis il y a des matchs, là, juste en regardant les confrontations, tu te dis, mon Dieu, je vais essayer de passer le moins de temps possible à regarder ce match-là dimanche. Dolphins Patriots est une de ces rencontres-là. Les Patriots ont accordé, Marc-André, 16 sacs à leurs 3 derniers matchs. Si j'étais Jacoby Brissett, je ferais la grève cette semaine, je demanderais une augmentation de salaire. Parce que d'aucune façon, l'organisation des Patriots va envoyer Drake May dans la mêlée derrière cette mauvaise ligne à l'attaque-là. On n'a pas de receveurs qui sont explosifs, du moins qui sont en mesure de se libérer. C'est vraiment une mauvaise combinaison. Et Brissett, sérieusement, c'est dangereux lorsque je regarde les matchs des Patriots depuis le début de la saison. Il se fait tabasser, ça n'a pas d'allure. Moi, je vais choisir les Dolphins par défaut. Écoute, c'est un match qui sera vraiment. Ça va vraiment pas être divertissant à regarder. Mais je vais choisir Miami afin d'aller à Foxborough et de l'emporter. Mais regarde, si les Patriots s'emportent, je ne serais pas surpris non Le total de points de ce match-là au preneur au livre en ce moment est de 35,5. Donc, c'est pour vous dire à plus. quel Ouais, c'est point ce que qu'on je s'attend pensais. qu'on n'aura pas beaucoup de points. Tyreek Hill dit en l'absence depuis ces 3 derniers matchs, il y a 87 verges seulement de gains total. Donc, ça ne va pas super bien du côté des Dolphins. Moi aussi, je vais prendre les Dolphins parce que je pense qu'une semaine de plus pour Tyler Huntley. Je trouve que Tyler Huntley, c'est un bon réserviste dans la NFL. Je pense qu'une semaine de plus d'entraînement va peut-être pouvoir l'aider à connaître encore une meilleure performance. Mais moi aussi, je regarderai pas ce match-là dimanche chez moi, mais je vais prendre les Dolphins quand même. Les Browns de Cleveland vont affronter les Commanders de Washington et Jaden Daniels, ton joueur par excellence de la NFL en 2024. Alors, tu ne seras pas surpris que je vais choisir les Commanders afin de l'emporter. Jaden Daniels, Benjamin Saint-Just. Puis, on parle beaucoup de Jaden Daniels, mais le DG, Adam Peters, il a réussi à stabiliser cette équipe-là. Bon, on ne regorge pas de talent, mais quand même, tu sais, surtout durant la période des joueurs autonomes, on a été actifs, mais on n'a pas mis de gros noms sous contrat. On est allé chercher des vétérans qui avaient l'expérience de la NFL. Je parle du porteur de ballon, Jeremy Nichols. Zach Ertz, il est rapproché. Ressort de passe, Noah Brown, Frankie Louvu, Bobby Wagner.
du côté de la défense. On est allé chercher des joueurs qui ont des réputations d'être des leaders et qui en ont vu d'autres. Donc ça permet de stabiliser un peu l'équipe avec Jaden Daniels. Moi, je sélectionne les Commanders, ça fait de l'emporter. La défense de Washington en arrache toujours, mais c'est certainement pas de Sean Watson et la pitoyable ligne à l'attaque des Browns de Cleveland qui vont aller sur la route et défaire Daniels et les Commanders. 19 sacs encaissés de Sean Watson cette saison. C'est un sommet dans la NFL. Jaden Daniels, Didier, a 6 passes incomplètes en 2 matchs. Il est le premier quart de Imagine, hein? l'histoire à compléter 85% de ses passes dans 2 matchs de suite. Premier quart de l'histoire. C'est assez fascinant. Son ascension est fulgurante. Jaden Daniels, on en a parlé. Moi aussi, je vais prendre les Commanders, mais une chose à surveiller du côté des Browns, c'est le retour à l'entraînement potentiel de Nick Chubb qui pourrait peut-être venir changer la formation ou les plans, la formation des Browns dans les prochaines semaines. Mais oui, Nick Chubb est admissible à un retour cette semaine. On a ouvert sa fenêtre de 21 jours, donc ça, c'est à surveiller du côté des Browns. Mais je prends quand même les Commanders qui vont accentuer leur avance au sommet de la division Est de la nationale. Qui l'eût cru? Les Panthers de la Ouais, une Caroline vont chose, affronter. Oui, excuse-moi vas-y. vite vite, j'allais dire une chose hein, qui semble évidente quand tu regardes les matchs des Browns. Les joueurs des Browns, ils n'aiment pas de Sean Watson. On dirait qu'il y a une tension. Là, peut-être que je ne devrais pas dire ça, je peux enlever ça, mais juste en regardant les matchs sur le terrain, sur les lignes de côté, les interactions, je ne suis pas certain qu'il est très populaire dans le vestiaire. Bref, C'est toi qui voulais qu'on fasse ça vite, puis c'est toi qui m'interromps, je hein? sais, je sais. OK, OK, il y en aura Mais plus c'est que d'interruptions. Je garantis pour non, le non, non, reste, il y en mais aura plus. puis en plus, quand tu as commencé ta phrase, j'étais comme: «Bon, il est parti». Mais non, finalement, ça a été pas si pire, ça a été quand même concis. Mais là, c'est toi qui Hem rallonge ça, là. C'est toi qui rallonge ça. Les Panthers de la Caroline vont affronter les Bears à Chicago. Ça va quand même. Caleb Williams joue du meilleur football depuis 2 matchs, il faut lui donner ça. 3 passes de toucher en 2 matchs. Et évidemment, lorsqu'on pensait que DeAndre Swift était mort et enterré, il a connu un match Ouais. exceptionnel contre les Rams. C'est ça la NFL. On est incapable vraiment de déceler des tendances, je trouve. C'est difficile en début de saison de trouver des tendances entre des équipes. Bref, Panthers-Bears, comment tu penses que ce match-là va se dessiner? Choisi Chicago afin de l'emporter. Finalement, du côté des Bears, on a utilisé la bonne approche. 28 courses et 23 passes tentées du côté de l'attaque de Chicago la semaine dernière. Tu as parlé de Swift, 93 verges au sol. Et Caleb Williams, il s'améliore en ce sens que là, il n'a pas essayé de trop en faire. Mais c'est ce qui arrive lorsque tu ne demandes pas à ton jeune carrière de passer le ballon une quarantaine de fois, que tu as un meilleur équilibre au niveau de la sélection de jeu. Alors, j'espère que du côté de Shane Walden, il va avoir appris sa leçon, comme un peu comme Tom Monken et Ben Johnson, hein, qui finalement utilisent plus le jeu au sol, avoir subi des défaites. J'espère que ça va se poursuivre. Je crois que ça va se poursuivre, en fait, contre les Panthers de la Caroline. Alors, victoire des Bears. Moi aussi, je vais prendre les Bears. Les Panthers ont accordé 129 points en 4 matchs, puis on vient de perdre Shaq Thompson aussi, donc en défense. Donc, rien ne va Ouais. plus du côté des Panthers. Tu as déjà Je privé des pense. services de Derek Brown. Ah, Ouais. exactement. Donc, moi aussi, je pense que les Bears vont l'emporter. Mais avec Andy Dalton au poste de corps, ça va quand même peut-être être serré, ce match-là, mais je pense que les Bears vont l'emporter, effectivement. Les Raiders de Las Vegas vont affronter les Broncos à Denver. Denver, vraiment, la défense, comme on dit en anglais, elle est legit. Hein? La défense, elle est légitime du côté des Broncos. On a accordé 29 points au total en 3 matchs. Vraiment, c'est la défense qui est venue gagner ce match-là contre les Jets la semaine dernière. Oui, puis tu as mentionné, bon, Devante Adams, il a demandé à être échangé, ça se passait mardi. Et puis, bon, encore une fois, je pense que ça va être le thème de cet épisode-là, la merde des poignées à Vegas. Je sais pas combien de fois qu'on a pas de le dire dans Ouais. différentes villes, mais c'est ça du côté des Raiders. Alors oui, moi je sélectionne les Broncos, tu l'as dit, la défense qui joue très bien. Bo Nix a finalement complété la première passe de toucher de sa carrière la semaine dernière. Lui, il avait beaucoup d'ennuis à lancer le ballon sous la pluie à New York, là, en passant plusieurs fois, tu voyais le ballon qui lui glissait des mains lorsqu'il tentait des passes. J'ai pas regardé la météo. J'espère qu'on n'annonce pas de pluie à Denver, mais je sélectionne les Broncos également. Parce que du côté des Raiders, bientôt, on va devoir appuyer sur le bouton de panique. À Denver, j'ai bien hâte de voir comment il va négocier avec des ballons froids au mois de décembre et les doigts gelés, bref. Mais oui, les Oui, il y Raiders avait moins ont 7 verges en première demi la semaine dernière dans Oui, la oui. passe. Moins 7 verges C'est pour Phoenix. c'est épouvantable, c'est épouvantable.
Les Raiders ont remporté les 8 derniers affrontements entre les 2 équipes, sauf que pour moi non plus, ça va pas se poursuivre, cette séquence-là. Je prends les Broncos. Les Cardinals de l'Arizona vont affronter les 49ers de San Francisco à San Francisco, à Santa Clara. D'après moi, ça va être un match offensif, bien que les Cards m'ont vraiment déçu la semaine dernière, face aux Commanders, mais je pense encore qu'on va avoir ici on va assister ici à un festival offensif entre ces 2 formations. C'est quoi, ils vont décevoir encore. Moi, je choisis les Ah, 49ers afin de l'emporter. Je m'attendais à un match à qui mieux mieux entre les Commanders et les Cardinals. Je pensais que beaucoup de points allaient être marqués. Finalement, il y a juste les Commanders qui ont marqué beaucoup de points. La défense des Cards, elle est horrible. Comme je le croyais durant l'été, bon, il y a eu certains matchs en début de saison où est-ce que ça a mieux été. Mais là, c'est comme un retour à la normale là, auquel on assiste. La défense est mauvaise. Kyler Murray, c'est simple. Si on peut le garder dans la pochette, il n'est pas capable de voir par-dessus sa ligne d'attaque. Il est trop petit, pas en mesure de repérer Marvin Harrison dans les zones profondes. S'il le fait, c'est lorsqu'il sort de la pochette, mais ou des jeux lors de jeux improvisés. Alors, victoire facile des Niners, même si ce sont des rivaux de section, victoire facile des 49ers. le retour potentiel de Trey McBride devrait aider Kyler Murray la semaine dernière, mais ça ne sera pas suffisant. Je m'attends à un gros match de Brock Purdy, je m'attends à un gros match de Jordan Mason. Moi aussi, je prends les 49ers de San Francisco. Les Packers de Green Bay vont jouer contre les Rams à Los Angeles. On a Jordan Love, oui, 3 interceptions la semaine dernière à son retour, mais on a vu vraiment qu'il a commencé à retrouver son rythme en deuxième demi. Et c'est de bon augure contre les Rams, selon moi. Ben, c'est ça que je me demandais. Est-ce qu'il a retrouvé son rythme? Est-ce qu'il était rouillé en première demi? Ou c'est pas dû au fait justement que les Vikings, comme je le disais tout à l'heure, ont arrêté de jouer étant donné qu'ils avaient une bonne avance? Bref, je dois y aller avec une deuxième surprise. Je vais prendre les Rams d'une deuxième surprise. Il faudrait vérifier quelle Wow! équipe est favorite. J'anticipe que ce sont Ouais, les ouais. Packers. Mais le match est quand même à Los Angeles. Je sais qu'il y a plusieurs blessés du côté de Los Angeles, mais Jordan Love, tu sais, c'est comme le match contre les Vikings la semaine dernière, c'est à l'image de sa carrière. Tu sais, mauvais début de match, mauvaise première demi. Le deuxième demi, il a bien joué, mais est-ce qu'il peut bien jouer pendant 60 minutes? Tu sais, ça avait été un peu la même chose qu'on avait vu lors du premier match de la saison des Packers contre les Eagles de Philadelphie. Mais je choisis les Rams afin de l'emporter. Les Packers sont favoris, pour ton information, par 3,5 points en ce moment. Oui, Du côté des ok, c'est Rams, ce que on a je accordé croyais. Ouais. le deuxième plus haut total de points alloués dans la NFL en ce moment. Et pas compliqué la recette, sans Puka Nacua, sans Cooper Cup. On use à la corde Aaron Williams. 4 touchés en 2 matchs. Il va falloir qu'il connaisse un autre grand match si on veut l'espérer l'emporter du côté des Rams. Mais moi, je choisis les Packers dans ce duel-là. Et finalement, les Giants de New York vont affronter les Seahawks à Seattle. Du côté des Giants, c'est le statut de Malik Neighbors vraiment qui retient l'attention. Il a subi une commotion cérébrale lors du dernier match, sauf qu'il a eu quelques journées de plus pour s'en remettre. Mhm. J'ai vu sur les réseaux sociaux que lui-même a tweeté qu'il se sentait bien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais potentiellement, c'est quand même un bon signe à ce niveau-là. Et du côté des Seahawks, on s'est fait malmener par les Lions. On s'est fait exposer enfin la défense des Seahawks. Mais je pense quand même que l'attaque des Ouais. Giants est l'une des pires là, de la NFL. Et je pense qu'on va être OK du côté des Seahawks en fin de semaine. Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire au sujet des Seahawks de Seattle. Puis ça, j'avais hâte de les voir contre les Lions parce que jusqu'à présent, on avait affronté, on n'avait pas affronté des bonnes attaques, on n'avait pas affronté de bons carrières. Mais on va gagner, là. On affronte les Giants de New York à domicile. À Seattle, il ne faut pas oublier l'attaque des Seahawks. Ça a bien joué contre les Lions, à plus de 500 verges d'attaque. Mhm. Très bonne performance également de la part de Geno Smith. On a le potentiel vraiment d'avoir une attaque explosive. Ce que j'ai aimé, c'est que la ligne à attaque a tenu le coup face à Aiden Hutchinson et Ouais. compagnie, malgré la foule bruyante sur la route. On a tenté une cinquantaine de passes et Geno Smith a été victime seulement de 3 sacs, si je me souviens bien. Alors, non, on a le potentiel vraiment. Kenneth Walker, s'il peut juste rester en santé, Marc-André, on a un beau groupe de receveurs avec des Kim Metcalf et compagnie. Alors oui, on va se replacer après avoir subi la défaite à Détroit. Victoire facile même contre les Giants. Moi aussi, je prends les Seahawks. Ken Walker, vraiment, je pensais qu'on ne pouvait pas courir contre les Lions, mais mon Dieu, qui a prouvé le contraire. Quand je parlais de tendance dans la NFL en ce moment, c'est des performances comme ça qui me font dire on a beau vouloir, même au niveau fantasy, on a beau vouloir analyser les chiffres, parfois il y a des choses qui sont inexplicables. Le 3 touchés de Ken Walker, honnêtement, on n'avait pas vu ça venir. À son retour au jeu en plus, bref.
Mais moi aussi, je prends les Seahawks et ça fait le tour. Ça fait le tour des matchs de la semaine numéro 5 d'Idi dans la NFL. Je ne sais pas si on peut voir le tableau de la semaine dernière. Ah, voilà. Oh, ça a l'air de quoi, là, nos fiches? OK, ah, OK, bon, tu vois, OK, c'est pas super, pas super. 37-27, toi et moi. Guillaume est tout juste Mhm. derrière nous. Puis les Ouais. meneurs 42 et 22. En fait, c'est juste un meneur qu'on a là aujourd'hui. Là. Donc, c'est Hail quoi le nom? C'est Mary. Ali Mary. Hail El Mary. Mary. Ah, ben oui, Al Mary. Hail Ah, OK, Mary. le jeu de mots. Bon, excellent. Ouais. Avec une brillante Ouais. fiche, 42 et 22. Bon, ben, ça, Ouais. c'est très bien. En tout cas, on va voir si on peut s'approcher du meneur au cours de la 5e semaine. On accuse un retard de 5 matchs, donc si je me souviens bien. Peut-être que mes Jaguars là, vont me permettre de me Bon, distancer ou c'est de me ça. rapprocher, disons. J'ai besoin de la victoire des Jaguars en fin de semaine, donc c'est vraiment, c'est vraiment ça qu'il me faut. Doug Peterson, Trevor Lawrence, tu penses Ouais. vraiment qu'ils vont Let's livrer la go! marchandise? Let's go! Non, je le pense pas vraiment, mais il Parie le pas, faut. parie pas ton hypothèque sur Doug Peterson. Ouais. Non, 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 jamais. Mais m'a offert un En Super plus, ça, Bowl, il par a exemple, à lancé mon les équipe, joueurs sur mais l'autobus après le match. Là. Ouais, ouais, ça. Il ouais. y a même une statue. Il y a même une statue à Oui. Philadelphie de lui et de Nick Elite Foles, Special. imagine-toi. Ouais, ouais, On l'a ouais. quand même congédié 2 ans après avoir gagné le Super Bowl et d'avoir érigé une statue en son honneur. Mais oui, il a critiqué ses joueurs. Je suis pas sûr que c'était la bonne idée. Et moi aussi, j'ai vu Ah. la phrase, là, la citation. Et boy. Ouais, ça sonne comme le début de la fin. En tout cas, on va voir qu'est-ce qui va lui Bref. arriver. Bon, Ouais. on va maintenant parler de fantasy football. Là. C'est le moment de la semaine où tu vas de conseils en termes de fantasy football, les joueurs à faire jouer, les joueurs à garder sur le banc cette semaine, selon toi. Alors, comme à l'habitude, on va commencer à la position de carrière. Quelle est le carrière qu'il faut absolument avoir au sein de la formation partante cette semaine? Tu l'as mentionné tout à l'heure, la défense des Cardinals est tout simplement exécrable. Donc, je vous conseille vraiment d'habiller Brock Purdy dans votre formation cette semaine. Il est le quart numéro 11 au niveau fantasy depuis le début de la saison. Il y a seulement un match de plus d'une passe de toucher. C'est quand même un début de saison tranquille du côté de Brock Purdy. La semaine dernière, il a retrouvé Debo Samuel et George Kittle. Ça va certainement l'aider cette semaine contre les Cards. Les Cards ont accordé le quatrième plus haut total de points au quart adverse cette saison. Et lors du dernier match contre les Cards de l'Arizona, Brock Purdy a lancé pour 242 verges et 4 passes de toucher. Je m'attends potentiellement à une performance semblable. Il pourrait même être dans le top 5 à la position de carrière, voire au premier au total à l'issue de la semaine. C'est vraiment une bonne semaine pour habiller Brock Purdy dans votre formation cette semaine. Ah, puis Brock Purdy, lorsqu'il parlait aux médias, il leur disait que son temps, lorsqu'il a couru 40 verges au combine, au camp d'évaluation de la NFL, ben, son écart lors des 10 premières verges était plus rapide que les 10 premières verges aux 40 verges de Debo Samuel et de Christian McCaffrey. Puis on est allé vérifier, puis c'est effectivement vrai. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle tu es en mesure d'acheter du temps, tu es en mesure d'aller chercher des Mhm. premiers essais, puisqu'il est quand même explosif dans les zones courtes. Alors, Brock Purdy, ben, qui continue d'avoir un très beau début de carrière. Maintenant, position de carrière toujours, quel est le carrière qui, selon toi, devrait être plus haut banc, là, malgré le fait qu'il a un bon statut, il est reconnu comme étant un bon joueur, mais cette semaine, il n'a pas de confrontation avantageuse. Je suis conscient que ce sera difficile de mettre sur votre banc Dak Prescott, mais si vous avez justement un Brock Purdy ou si vous avez de l'autre côté du ballon, je pense que je ferais jouer Justin Fields à la place de Dak Prescott cette semaine. Parce que Dak Prescott, on se rend compte, oui, il a 4 passes de toucher en 2 matchs, mais il a seulement eu des chiffres, des statistiques de quart élite, de quart numéro 1 contre les Ravens lors de la semaine numéro 3. Et on se rend compte que Dak Prescott affiche ce genre de statistiques-là si le scénario de match, si on est dans du football de rattrapage, donc si le scénario de match est Mm. favorable aux Cowboys de Dallas, je pense que le match va être serré cette semaine. Je pense que les Cowboys vont quand même essayer de courir au sol. Ça a été difficile même contre les Giants, l'attaque des Cowboys. Et lors de la semaine numéro 5, justement, on affronte les Steelers. Ce ne sera pas facile. Les Steelers ont accordé le huitième plus bas total de points au quart adverse cette saison. Donc, pour moi, Dak Prescott, si vous pouvez le clouer sur votre banc, tant mieux. Et je peux comprendre. Mais sinon, n'ayez pas de grosses attentes ou de grandes attentes envers le corps des Cowboys cette semaine. Ah, je suis bien d'accord avec toi. Maintenant, en position de porteur de ballon, quel demi à l'attaque qui pourrait connaître une bonne semaine?
Chuba Hubbard, depuis l'arrivée de Dan ou l'arrivée pardon, c'est bon. Depuis l'arrivée de Andy Dalton au poste de quart, il a connu en moyenne, il a obtenu 25 points fantasy par match avec Andy Dalton. Il a couru 75 des courses de l'équipe. C'est vraiment ça qu'on veut. C'est un joueur de volume en ce moment, Chuba Hubbard. C'est pour ça qu'il est payant. Il en courait 49 lors des 2 premiers matchs. Euh, Par contre, il va y avoir un retour imminent peut-être de Jonathan Brooks, la recrue qu'on a repêché en deuxième ronde, si ma mémoire est bonne, du côté des Panthers. Mais je pense que la prestation et la tenue de Chuba Hubbard va vraiment retarder l'arrivée de Jonathan Brooks, qui doit de toute façon s'entraîner et il y a des étapes vraiment à franchir avant de revenir sur le terrain. Lors de la semaine numéro 5, on affronte les Bears. Vous allez me dire, les Bears, c'est quand même une excellente défense. Sauf qu'elle est dans le top 10 pour les points accordés aux porteurs de ballon adverses cette saison avec 22 points. Donc, pour moi, Chuba Hubbard, à cause du volume, à cause qu'il est impliqué à profusion dans cette attaque-là, je pense qu'il est un excellent candidat à insérer dans votre formation. Il va être un porteur de ballon numéro 2 fantasy, selon moi, dans le top 20, et voire même dans le top 15 au niveau fantasy cette semaine. Ah, je me mets d'accord avec toi. On voit presque plus Miles Sanders. Miles Sanders qui avait quitté Philadelphie pour la Caroline via le marché des joueurs autonomes. Je ne sais pas, lui, c'est peut-être un des joueurs qui sera disponible à la date limite des transactions. Maintenant, selon toi, le demi à l'attaque Brian Robinson des Commanders, ça vaudrait peut-être la peine de le clouer au banc cette semaine. Ouais, c'est quand même audacieux, je pense, comme prédiction. Il est quand même le porteur de ballon numéro 9 au niveau fantasy au total après 4 semaines, après 4 matchs. L'affaire avec Brian Robinson, c'est qu'il a obtenu 24 opportunités la semaine dernière parce que Austin Eckler n'était pas de la formation. Maintenant, à voir Austin Eckler revenir au jeu cette semaine, c'est une commotion cérébrale. On dit qu'il y va de mieux en mieux. Il devrait, personnellement, je pense qu'il va s'entraîner d'ici la fin de la semaine. Et on affronte les Browns, alors de la semaine numéro 5. Et je veux vraiment t'étaler vraiment les demi à l'attaque contre les Browns au fil des semaines. Lors de la semaine numéro 1, Ezekiel Elliott a obtenu seulement 40 verges contre la défense des Browns au sol, sauf qu'il a inscrit un touché. Il a un peu racheté sa journée fantasy Mhm. avec un touché. Lors de la semaine numéro 2, Travis Etienne, seulement 52 verges au sol, mais il a inscrit quand même un touché lui aussi. Donc, on a vraiment connu une meilleure journée fantasy à cause du touché. Lors de la semaine numéro 3, Devin Singletary, seulement 65 verges, mais aussi un touché. La semaine dernière, Zamir White, 50 verges et pas de touché. Pas de touché également pour Alexander Matheson. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la défense des Browns est quand même assez bonne contre la course. Elle est neuvième contre les porteurs de ballon adverses. Si Brian Robinson ne marque pas de touché et s'il n'a pas la totalité ou des jeux dans le champ arrière des Commanders, il pourrait être moins payant que prévu. Je ne dis pas de le laisser sur votre banc, mais attendez-vous à une production d'un porteur de ballon numéro 2 ou voire d'un porteur de ballon pivot dans votre formation. Maintenant, on va se tourner vers la position de receveur de passe. Michael Pittman est revenu à la vie la semaine dernière Mhm. instantanément lorsque Joe Flacco a fait son entrée dans le match en relève Anthony Richardson. Et tu crois que ça va se poursuivre si, bien sûr, ce n'est pas Anthony Richardson qui est au poste de carrière? Ouais, c'est ça. On enregistre un mardi. Moi, je prends pour acquis que ça sera potentiellement Joe Flacco qui sera au poste de quart. Mais oui, Michael Pittman est revenu à la vie, ressuscité des morts, 6 réceptions, 113 verges contre les Steelers. Il a été ciblé 9 fois. C'est un sommet cette saison. Et lors de la semaine numéro 5, on affronte les pitoyables Jaguars. Les Jags ont le cinquième plus haut total de points accordés aux receveurs adverses cette saison. C'est plus de 35 par match. Et si Joe Flacco est là, je pense aussi que Josh Downs devient un excellent pivot pour vous, un excellent flex. Donc, pour moi, Michael Pittman, oui, vous êtes déçu depuis le début de la saison, mais je pense que les ingrédients sont là pour qu'il connaisse une autre bonne semaine et qu'il marque enfin un touché cette semaine. Oui, encore une fois, on répète, si Joe Flacco est de la formation partante pour les Colts Mhm, mhm, d'Indianapolis et non mhm. Anthony Richardson. On va se tourner maintenant du côté des Falcons d'Atlanta et de Drake London. Ouais, j'ai voulu choisir Drake London au détriment de Kyle Pitts, mais je voulais vous parler de Drake London parce que je sais pas toi, Didier, il me laisse vraiment sur mon appétit, Drake London, et c'est un joueur qu'on a repêché vraiment en début de deuxième ronde, milieu de deuxième ronde au niveau fantasy. Il a été ciblé 12 fois la semaine dernière contre les Saints, ça c'est excellent, sauf qu'il n'a obtenu que 6 catchs pour 64 verges. Je l'ai dit tout à l'heure, les Falcons ont des problèmes dans la zone payante. On est incapable de concrétiser ou de terminer les séquences avec des touchés et ça joue vraiment sur le potentiel de Drake London. Savais-tu, Didier,
On affronte maintenant, lors de la semaine numéro 5, on affronte la défense des Buccaneers. Savais-tu qu'il y a un seul receveur qui a inscrit un touché par la passe contre les Buccaneers cette saison? Et c'est Paris Ah Campbell ouais, la semaine wow! dernière des Eagles. Donc, il De faut tous les vraiment, receveurs, ça a été ouais. Paris Campbell en plus. Exactement, exactement. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que la défense de Tampa Bay, elle est vraiment excellente contre la passe. On plie, mais on ne casse pas. Ils ont accordé en moyenne 20 points fantasy au total à la position de receveur de passe cette année en moyenne par match. C'est vraiment pas beaucoup. Oui, Drake London va peut-être pouvoir trouver la zone des buts, mais je pense que ça sera difficile encore là de le clouer sur votre banc. Mais je ne m'attends pas à une production d'un receveur numéro un cette semaine contre la bonne défense des Buccaneers de Tampa Bay. À un moment donné, les gens vont devoir accepter la réalité que les Falcons d'Atlanta, malgré le fait qu'ils ont repêché plusieurs joueurs tôt au repêchage au cours de la première ronde, n'ont pas nécessairement sélectionné les bons joueurs. Puis là, je pense vraiment à Kyle Pitts et à Drake London. Drake London, j'ai rien contre lui. Il est un bon receveur, mais sans plus. Il n'est pas explosif. Alors, c'est pas un joueur qui va aller chercher des gros morceaux de terrain. Il va réussir à les attraper contestés. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de créer de la séparation. On marque ça, là. À chaque fois qu'il attrape le ballon, le demi-coin est proche de lui. Il ne crée pas de séparation. Alors, c'est ça, là, du côté de l'attaque des Falcons, nos deux joueurs explosifs, c'est B. John Robinson et Darnell Mooney, l'ancien des Bears de Chicago. Mooney, oui, il est explosif, mais c'est pas un grand receveur de passe. Bref, tu me demandais si j'étais déçu de la performance de Drake London. Oui, mais maintenant, je ne suis pas surpris parce qu'il Mhm. n'est pas assez explosif, il n'est pas assez rapide, selon moi. Donc maintenant, Élie rapproché, est-ce qu'il y en a un qui, selon toi, ben justement là, pourrait se mettre en évidence? Et je suis mes propres conseils dans la vie. J'ai ajouté Tucker Craft des Packers de Green Bay Ah, cette semaine et j'ai l'intention de le faire jouer parce que j'ai des joueurs à la position, parce que j'ai justement le lien rapproché que je vais vous parler, que je vais vous conseiller d'asseoir dans quelques instants dans ma formation. Je pense que Tucker Craft, ça peut s'avérer une bonne affaire au niveau fantasy. La semaine dernière, avec le retour de Jordan Love, il a joué plus de 85% des jeux des Packers. C'est ça qu'on veut voir. Il est clairement devant Luke Musgrave et étonnamment, il a été le choix plus tardif que Luke Musgrave dans le repêchage. Mais bon, les performances sur le terrain dictent souvent une carrière d'un joueur et pour l'instant, Tucker Craft est vraiment l'homme de la situation chez les Packers de Green Bay. Il a été ciblé 9 fois, 6 réceptions, 53 verges, un touché. Et ça m'amène à vous parler de l'absence de Christian Watson. Il s'est encore blessé lors de la semaine numéro 4 la semaine dernière. Et oui, vous avez vu sûrement sur votre fil de joueurs autonomes des joueurs réclamés, des poolers réclamés. Dantevion Wicks, qui est une bonne idée en ce moment parce que je pense qu'il va pouvoir. Il a été ciblé 12 fois, Wicks, la semaine dernière. Et Tucker Craft aussi est à ne pas négliger, selon moi. Et lors de la semaine numéro 5, on affronte les Rams, qui ont accordé le cinquième plus haut total de points aux alliés rapprochés adverses. Donc, pour moi, Tucker Craft est un joueur que vous avez été chercher sur votre fil de joueurs autonome potentiellement cette semaine et que vous allez directement insérer dans votre formation. maintenant, il faut qu'on parle de Mark Andrews parce qu'on ne Ouais. le voit plus là, ou presque là, durant les matchs des Ravens de Baltimore. Souviens-toi, le premier match de la saison, Isaiah Likely, il avait été brillant contre les Chiefs de Kansas City. On se dit, bon, ben, éventuellement, Mark Andrews va se mettre en marche. Là, c'est sa cinquième semaine d'activité et Andrews est pratiquement l'homme invisible. Lors de la semaine numéro 1, les gens disaient OK, on a doublé Mark Andrews qui a permis à Isaiah Likely de connaître un bon match, mais il était sur le terrain, puis il a attiré l'attention et tout. OK, on a comme passé l'éponge là-dessus. Mais depuis, qu'est-ce qui se passe? Il a été ciblé un total de 2 fois à ses 2 derniers matchs. Il a couru 15 tracés en 2 matchs. Il a couru moins de tracés la semaine dernière. Il a D'après moi, couru il n'est 9 pas en tracés la santé. semaine. Il ne doit pas être à Je sais 100%. C'est pas. la seule explication Je sais logique qui explique tout ça. Il a couru 9 tracés la semaine dernière. Ça, c'est moins que Justice Hill. Puis ça, c'est autant que Nelson Aguilar. Pour donner une idée, là, il est sur un rythme de 25 catchs et de 275 verges sur 17 matchs. C'est tout simplement épouvantable. Selon moi, ce qu'on voit du côté des Ravens, c'est que c'est l'attaque de Lamar Jackson et de Derrick Henry. Et les autres sont vraiment des acteurs de soutien. Même Zay Flowers, c'est un receveur numéro 1 des Ravens, mais il n'est pas vraiment payant au niveau fantasy. Rashad Bateman, on n'en parle même pas. Et Nelson Aguilar, je veux dire, c'est vraiment Derrick Henry. En ce moment, les Ravens, c'est pas compliqué. On habille Lamar Jackson, on habille Derrick Henry et les autres sur votre banc. Petite lueur d'espoir, lors de la semaine numéro 5, on affronte les Bengals, qui sont quand même vulnérables par la passe. Sauf que vous ne pouvez pas
Et personnellement, j'ai Mark Andrews dans mon pool. Je ne peux pas embarquer en ce moment, faire jouer Mark Andrews. C'est tout simplement impossible. Même s'il connaît une bonne semaine contre les Bengals, ben écoute, écoutez, on aura passé à côté de quelque chose. Lors de la semaine numéro 6, on affronte les Commanders également. Donc, s'il connaît un meilleur match contre les Bengals, peut-être que là, on va commencer à y penser contre les Commanders. Mais en ce moment, on ne peut tout simplement pas habiller Mark Andrews. Il a un total de 0 points. Là. Il a obtenu un gros bang lors des 2 dernières semaines. À laisser sur votre banc, est-ce que maintenant on peut penser peut-être le libérer? Je suis quand même encore une fois mitigé à ce niveau-là. Je pense qu'il a de meilleurs jours ou peut-être encore là son état de santé, Didier, c'est une bonne question. Je le garderai sur mon banc pour l'instant si justement le format de votre pool le permet. Mais oui, c'est inquiétant dans le cas de Mark Andrews. Je pense que ses années d'élite en tant qu'ailier rapproché sont derrière lui, malheureusement. Je pense que les deux prochaines rencontres vont nous en dire beaucoup plus. C'est comme tu l'as dit. Là, on va affronter les Bengals. La semaine suivante, les Commanders, deux défenses qui en arrachent. Alors, s'il n'est pas en mesure de produire lors de un de ces deux matchs-là, ben là, ouais, le moment sera peut-être venu de le libérer là, en termes de fantasy football. Ben voilà, Marc-André, on a fait le tour. Écoute, merci pour tes conseils fantasy football. Je sais qu'ils sont grandement appréciés par les gens qui regardent le podcast sur YouTube. Ils vont dans les commentaires. Il pose des questions afin d'en savoir plus au niveau d'avoir de conseils fantasy football. Alors, tout ça, c'est grandement apprécié, Marc-André. Alors, merci pour ta contribution, puis on se reparle la semaine prochaine. Bien sûr. Alors, c'est maintenant le moment de la Minute des fans où je réponds aux questions que vous nous envoyez via l'adresse courriel du podcast Le Sac du Car à commercial@gmail.com et on vous demande de nous envoyer ça par vidéo si vous le voulez. Bien sûr, là, c'est un peu plus agréable de pouvoir vous montrer à l'écran lorsque vous envoyez vos questions par vidéo. Cette semaine, on en a deux, on en a une qui nous a été envoyée par courriel grâce aussi de Jérémy Ruiz Richard. Salut Didier, d'abord félicitations à toi et toute l'équipe pour le travail que vous mettez chaque semaine dans ce podcast. Merci beaucoup, Jérémy, c'est apprécié. Alors, voici ma question. Avec les déboires des porteurs de ballon des Cowboys, est-ce que tu crois qu'il serait temps de voir Dalvin Cook être promu de l'équipe d'entraînement et d'avoir du temps de jeu? Merci et encore une fois, félicitations pour le podcast. Jérémy, je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. Et si Marc-André était toujours là, je suis certain qu'il serait d'accord aussi. Avant même le début de la saison, on se dit, ben, est-ce que les Cowboys ont vraiment commencé la saison avec seulement Ezekiel Elliott, du moins avec Ezekiel Elliott comme porteur de ballon numéro un? Et oui, c'est ce qu'on a fait, puis ça nous donne le résultat auquel on s'attendait. On n'a pas d'attaque au sol, on n'a pas de menace terrestre du côté des Cowboys. Si je suis le coordinateur défensif de l'équipe adverse, durant ma semaine de préparation, je ne pense même pas au jeu au sol des Cowboys. On sait que ça ne va pas être un facteur. Alors oui, pourquoi pas amener Dalvin Cook au sein de l'équipe d'entraînement et lui donner une chance? Il ne peut pas faire pire. Il ne peut pas faire pire que la production qui est offerte aux Cowboys par Ezekiel Elliott. Tony Pollard, il a bien paru lundi soir. Hein. Malheureusement, maintenant, pour Dallas, il porte l'uniforme des Titans du Tennessee. Il a quitté via le marché des joueurs autonomes, mais sans que Pollard a retrouvé la forme après avoir subi une grave blessure à une jambe. Ça, sur moi, ça fait en sorte que l'année dernière, il n'était pas nécessairement à 100%. Bon, les Cowboys ont choisi de ne pas le re-signer puisqu'ils devaient conserver leur argent pour les prolongations de contrat du receveur de passe CD Lamb ainsi que de Dak Prescott. Donc, on ne peut pas re-signer tout le monde, mais ouais. Si Tony Pollard serait là, ça aiderait grandement les Cowboys de Dallas. Alors oui, Jérémy, pourquoi pas essayer Dalvin Cook dans le champ arrière des Cowboys? Qu'est-ce qu'on a à perdre? Alors, merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir envoyé votre question. Alors, pour les gens qui ont regardé le podcast via YouTube ou qui l'ont écouté, soit via Spotify ou de toute autre façon, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.